L'arrivée du jazz en Israël et ce qui en a été fait par les musiciens israéliens est une magnifique histoire. C'est possible. Et je suis très content de la partager avec vous. Mais c'est eux qui ont créé le jazz moderne à New York. Hein. Oui, Ils ont participé à l'élaboration du jazz. Exactement. Hein. Oui. Et ils ont participé à la mise en place d'écoles importantes de jazz à New York. Il y a eu ensuite, après l'arrivée du jazz en Israël et les premiers enseignements non structurés, de prof à élève, une envie d'apprendre plus. Et il y a eu un nouveau flux d'étudiants israéliens qui sont allés dans des écoles à New York, alors que ça n'existait pas en Israël, pour apprendre les techniques et les techniques de l'improvisation et de la conversation, puisque c'est les deux différenciateurs du jazz par rapport aux autres musiques. Et puis, ils sont venus en Israël, ils ont recréé des écoles en s'inspirant des meilleures méthodes américaines. Puis le jeu des Olim Hadashim, où certains étaient des grands professeurs de jazz qui ont amené le savoir-faire. Et ça a donné un jazz qui, dans un premier temps, est un jazz de très bonne qualité, mais qui surtout, et c'est ça le travail qui m'a passionné, a été, parce que le jazz, votre mari vous en parlez, c'est une musique qui a à la fois ses règles, mais qui a une des composantes, c'est d'être une musique ouverte aux autres inspirations musicales. Aux apports externes, exactement, locaux. Et après avoir eu la vague des découvreurs et la vague de ceux qui ont maîtrisé le jazz pour être des très bons jazzmen, on a eu, à partir des années mi-90, le jazz qui a été pris par les jeunes Israéliens. Quand je dis par les jeunes Israéliens, c'est-à-dire que là, je rentre d'Israël. La grande différence, à part la musique, dans un festival de jazz, j'étais au festival de jazz d'Elat, c'est que le 30% de l'audience sont des jeunes de 20 ans. Ce qui est complètement anormal, antinomique avec ce que l'on voit en Europe, en France et ailleurs. Donc il y a une vraie attirance pour le jazz, parce que le jazz permet cette émancipation, d'établir un pont culturel virtuel entre Israël et les États-Unis. C'est le deuxième axe très très fort qui motive ces jeunes-là. Et ensuite, il y a forcément à voir la culture mizrahi qui était un peu sur le côté en Israël, qui s'est infiltrée maintenant dans tous les types de musique, mais dont les jazzmen, et en particulier Omer Avital, on a fait venir la semaine dernière un autre quatuor qui n'est pas dans le mizrahi, qui s'appelle le Nigun Quartet, se sont servis de ce jazz pour créer une identité israélienne de jazz, qui à la fois est nouvelle et qui enracine le pays dans une musique avec des sonorités moyen-orientales. C'est une manière de dire, nous on est là et écoutez de la musique. On a notre jazz. Exactement. Qui est complètement authentique, qui est le leur. Voilà. Exactement. Et bien évidemment, moi je n'étais pas un spécialiste de ça, moi je suis photographe, je fais des photos, je me rends compte en 2018 que j'ai beaucoup d'Israéliens, mais sans les avoir recherchés, et je demande à des patrons de radio, de médias, de labels, qu'est-ce que ça leur évoque, et ils me disent tous que c'est une tendance très importante, que ça mérite qu'on s'y intéresse parce que personne n'a jamais écrit ou fait quelque chose là-dessus, et qu'ils m'aideraient, le cas échéant, à faire savoir ce que j'ai fait. Et ils l'ont fait. Et très vite, dès que j'ai commencé à me dire, allez, je vais écrire un livre dans lequel je montrerai, j'avais une vingtaine de jazzmen à l'époque, ces jazzmen, je vais raconter leur histoire, mais très vite, j'ai été tellement pris par ce projet que j'imaginais, alors il y a eu le Covid et autres, mais c'est devenu un projet sur 8 ans, où j'ai fait de nombreux allers-retours, et dès que j'ai commencé à poser des questions en Israël pour avoir mes informations et comprendre, rencontrer les gens de Chabloul et ainsi de suite, il y avait une très grande attente non exprimée de l'économie du jazz en Israël, que quelqu'un s'intéresse à ça. Je suis, moi, très content d'avoir été celui-là, parce que c'est un intérêt énorme, et on y rencontre la dimension artistique, culturelle, les racines, la transmission, que les gens soient religieux ou pas religieux, c'est infusé d'une grande richesse. Le livre que j'ai écrit, c'est un livre qui présente le jazz israélien, surtout avec des photos, puisque j'ai rencontré 92 musiciens que j'ai photographiés les uns après les autres. Mais il y a un deuxième volet, je ne sais pas quand je m'y mettrai et si je m'y mettrai, mais c'est l'aspect de l'explication socio-psycho, logique de comment, pourquoi c'est arrivé. Parce que le pourquoi, ça aurait pu être autre chose, quoi. Mais c'est la culture. La culture ne peut pas ne pas pénétrer dans les couches de la société. C'est impossible. Voilà. Parce que le jazz, c'est la culture avec un grand C. Ah, tout à fait. Quand on aime le jazz, si tu t'intéresses à la photo, mon mari
nous a laissé en partant de très belles photos qui sont chez ma fille et chez moi, que Lenoir a pris avec Bill Evans quand il répétait à Paris, avant qu'il soit malade, quand il était encore en bonne santé, le plus grand pianiste de jazz. Ouais, bien sûr. Pas de tous les temps, mais, mais un très très grand. Un très grand, indiscutablement. surtout de la période la plus proche de nous, quoi. Et je ne sais pas si tu connais Lenoir, le photographe de jazz. Oui, bien sûr. J'ai des photos de lui, si tu veux, tu peux venir chez moi les voir. J'en ai 4 chez moi, j'en ai 2 chez ma fille, on habite une à côté de l'autre. Et c'est des photos admirables. Alors, excuse-moi de t'interrompre, Lou, mais quand tu parles de ces photos, ça répond à une autre question. C'est pourquoi je me suis arrivé sur le jazz. Moi, je fais des photos et en fait, je fais des portraits en temps normal. Et dans la pratique du portrait, à un moment, je me suis retrouvé à être impliqué dans des photos de spectacles vivants. Et franchement, être à Bercy pour une grande star de la pop musique, être à 150 mètres, le musicien ne vous voit même pas. Tandis que quand je me suis retrouvé dans mon premier deal sur le jazz, eh ben on voit les musiciens l'après-midi, on les voit le soir, ils nous laissent nous approcher. Et c'est là que c'est de la vraie photographie. Ça, c'est ce qui m'a amené moi au jazz et qui m'a fait ouvrir cette boîte de Pandore dont je parle maintenant. Les photos dont je te parle, Marie-Roger, qui est au-dessus de Bill Evans, qui joue du piano, et que Lenoir photographie, c'est des photos d'anthologie. Jamais il aurait pu les prendre pour quelque forme de musique que ce soit. Tout à fait, même la musique classique, même le plus grand virtuose. Il y a toujours une distance. Là, il y a une proximité physique. C'est drôle que tu mettes l'accent. Je n'avais jamais pensé à ça. C'est très important pour moi. Il se touche. Roger, moi, quand j'ai une session de photo, je parle 3 heures avec le modèle avant de commencer, ou 2 heures. Et avec le jazz, on peut faire ça. On ne peut pas le faire avec quiconque. C'est une famille, le jazz. C'est une familiarité. Et c'est un état d'esprit. Quand on aime le jazz, c'est comme qu'on dit, on va à l'étranger, on rencontre un juif, on dit on est juif. On se retrouve. Eh ben, les gens qui aiment le jazz se retrouvent toujours. C'est comme ça, mais au-delà des religions, au-delà des appartenances ethniques, quand on est jazzman, on aime le jazz et on aime les gens qui aiment le jazz. Et puis, il faut dire, pour pas que je parle que de moi, que les jazzmen sont des musiciens très humbles, très ouverts. Il n'y a pas de star system. Alors, il y en a bien 2 ou 3 à chaque endroit, mais la très grande majorité des musiciens de jazz n'ont pas de garde du corps, n'ont pas d'attaché marketing à côté, n'ont pas de make-up artiste qui s'occupe d'eux. C'est des gens qui sont entiers, avec qui on peut parler et qu'on peut donc connaître pour bien faire des photos. Et ça a été magnifique. Si je te dis que je ne fréquentais que des musiciens de jazz et des galéristes, moi. C'était mon univers. D'ailleurs, on est allés ensemble dans une salle communautaire juive rue Lafayette. Il y avait des photos de Daniel Humer. Daniel Humer, c'est comme de ma famille. Oui, il est très présent là-bas, à l'Écuge. Il a même été mon conseiller artistique quand j'ai ouvert ma galerie de dessin. Parce qu'il est peintre aussi. Enfin, moins peintre que pianiste. Que batteur. Pardon. Mais lui, il aurait préféré se revendiquer peintre. Bon, ça, c'est son histoire. Alors, c'est marrant qu'on parle de cet endroit-là, qui s'appelle l'Écuge, puisque mon livre a été préfacé par Alex Dutil, qui est le grand monsieur dans la presse, à Radio France, en tout cas depuis 38 ans. Pendant 38 ans, il a arrêté l'an dernier. Il a arrêté d'animer une rubrique quotidienne sur le jazz. Pas à TSF quand même. Non, à France Radio. Ah bon, non, France Radio et France Musique aussi. Donc il a écrit la préface de mon livre et puis on a fait le lancement ensemble dans une conversation comme ça devant quelques centaines de 150 personnes à cet endroit-là où étaient exposées mes photos. Comme chroniqueuse, j'ai une galériste et j'ai un jazzman. C'est les deux seules choses qui m'intéressent sur la Terre. Finalement, c'est à vous de nous parler de vous, finalement, qu'on comprenne comment vous arrivez à aimer tout ça. C'est vrai que ce sont des belles choses. Comme je le dis, je ne claironne pas, mais j'ai 90 ans. Donc j'ai vécu la Shoah d'une violence inouïe. C'est pour ça que j'ai créé mon petit récit graphique. Ce qui fait que moi, je suis née dans le quartier, la rue des Rosiers. J'en suis sortie à 5-7 ans, parce que tout ce que tu peux imaginer. Mais je suis du 4e, du Pletzel, et je n'ai vécu que l'horreur. Et j'ai été sauvée par l'art et par le jazz. Voilà. Magnifique. Moi par l'art, et Roger, mon mari, par le jazz, mais ça fait une osmose. Et on n'a vécu que... C'est ce qui nous a permis de transcender la tragédie dont nous étions issus tous les deux. Parce que lui, son histoire était encore pas plus, mais aussi pathétique que la mienne. Donc on n'avait aucune chance de se reconstruire. Ça ne pouvait se faire que par un vecteur aussi étonnant que l'art et le jazz. C'est marrant que tu dises ça parce que j'écris pas profondément dessus, mais le jazz a cette particularité aussi que les esclaves noirs en Amérique, quand ils ont leur libération à la fin du 19e siècle,
et qu'il crée le ragtime, le blues qui donne le jazz, c'est aussi une manière ultra positive d'exprimer sa liberté par une création artistique qui est à ce jour la plus grande contribution des États-Unis à la culture mondiale. Et c'est aussi, ça C'est ressemble à ce que tu viens de dire, c'est qui est une l'exutoire, manière c'est d'exuder. c'est Voilà, la survie, c'est quelque chose. exactement. Et il y a peut-être d'autres vecteurs, hein. Peut-être que les gens vont dire c'est la philosophie, c'est la religion. Attends, et tous les religieux juifs, j'en connais. Mhm. Moi, j'ai un fils qui était quand même assez génial, qui est devenu religieux. On ne sait jamais. Mais moi, mon histoire, c'est l'art Ah ben et moi, le jazz. je veux bien comprendre la direction, Mais pourquoi pas? la composante libératoire de l'art et du jazz. Le jazz a telle valeur d'ouverture, de solidité. Pardon, il y a un dessin très fameux qui est utilisé dans toutes les écoles de jazz, qui présente les différentes écoles de jazz. C'est un arbre qui est solidement planté dans la culture des Afro-Américains et qui, en poussant, donne des branches qui sont chacune des versions du jazz. Donc le jazz a ceci de très solide comme implantation et comme organisation musicale, mais qui a une très grande légèreté pour évoluer en accueillant et en acceptant par construction Et en se toute modifiant. inspiration externe Et pour, se en se modifiant modifiant. Ah ben bien sûr, considérablement. ah ben bien sûr. Le jazz moderne, qui est Il- complètement imprégné de culture juive ashkénaze, voilà. l'apport est considérable. Et C'est ça dommage qu'on ne se soit pas vu la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a fait venir un groupe à Paris. C'est la première fois qu'on fait un concert. Il y avait tous nos supporters, parce que j'ai créé une fondation dont je vais vous parler. Et c'était exactement ça. Ça s'appelle le Nigun Quartet. C'était une soirée exceptionnelle. moi, je donne- Exceptionnelle. mais je Ouais, regrette. je voudrais vous parler 2 minutes de ma fondation, parce que de ce travail personnel, Oui. qui est celui d'un photographe qui fait un livre, quand j'ai senti cette attente en Israël, que j'ai senti la même attente chez les musiciens, qu'enfin on parle d'eux comme partie d'un système. Parce que un pays comme Israël, il y a 300 professionnels, musiciens de jazz professionnels en Israël et 250 aux États-Unis. Ce qui est énorme, c'est peut-être le même nombre qu'en France, voire même plus. Donc j'ai eu envie de m'intéresser à ça. Quand j'ai vu cette aspiration, et je me suis dit que la meilleure manière, c'était de faire une donation de tout mon travail, non seulement mon travail au jour le jour, mais mon travail photographique, avec d'autres personnes, et créer une fondation qui s'appelle Adamart, dont le premier projet, qui nous prend tout notre temps, c'est celui de faire connaître cette histoire au travers d'expositions photographiques, de ce livre, de plusieurs animations, podcasts, conférences et autres, et partout dans le monde. On démarre aux États-Unis au mois de décembre. Mademoiselle Toff. Merci. Alors, je te mets à l'aise en ce qui concerne. On ne peut plus parler là, non, c'est fini. Ça y est? Ouais, très bien. Ouais. Très bien. Bon, alors, non, excusez-moi, mais j'ai besoin de la place, là. J'ai quelque chose encore, genre... Ça va pas. Ça va pas.